Bonjour à tous. Je suis Cécile Fonrouge. Je suis directrice de l'Institut de recherche sur les PME. Donc, l'INR-PME, c'est un regroupement de chercheurs qui existe depuis de nombreuses années sous le label INR-PME depuis une vingtaine d'années. Et puis, comme regroupement à l'UQTR centré sur les PME depuis près de 40 ans. Donc, on est un ancien groupe de recherche, un des premiers groupes de recherche sur la PME et la francophonie, dans la francophonie. Donc, on tient la place et on est très, très content de recevoir la professeure Elisabeth Robineau de l'UQAM et le professeur Léo Trépeuch de l'UQTR. C'est un de nos collègues en marketing à l'école de gestion. Donc, sur un sujet où on va apprendre plein de choses, un sujet qui est à la limite de plusieurs champs disciplinaires, un sujet sur la philanthropie corporative dans les PME et sa perception. Et donc, je suis vraiment enchantée d'ouvrir cette conférence INR-PME sur un tel sujet. C'est vrai que le marketing de la PME et le marketing de l'entrepreneuriat sont des champs, des croisements disciplinaires qui sont encore peu développés, d'où l'intérêt de ces conférences. Chers collègues, chère Elisabeth, cher Léo, je vous laisse la parole pour une très belle conférence avec un public qui vient, comme toujours, du Québec, de la France et de l'international. Merci. À vous la parole. Merci Cécile pour cette petite introduction très appréciée. Donc effectivement, Léo Trespeuch qui est professeur à l'UQTR et moi-même donc à l'ESG-UQAM, comme vous l'avez dit, on a cofondé ensemble l'Observatoire de la philanthropie qui a maintenant 3 années d'existence. Et c'est dans ce cadre que nous menons des recherches sur les thèmes de la philanthropie. Donc, nous avons répondu favorablement à votre invitation parce qu'il nous semble vraiment important de faire rayonner nos recherches sur la philanthropie. Et surtout, comme vous allez le voir aujourd'hui, je pense que ça va attirer votre attention sur le rôle que les PME peuvent avoir au sein du tissu philanthropique économique du Québec. Donc, on va commencer. Léo, c'est lui qui est chargé de passer les slides. Traditionnellement, on va suivre le plan suivant. Hein. On va vous présenter le contexte de notre recherche, les définitions que nous avons mobilisées dans notre recherche pour que vous compreniez bien de quoi nous parlons et qu'on soit tous bien d'accord, qu'il n'y ait pas de problématique de sens sur les concepts qu'on va vous présenter. Ensuite, la problématique, bien entendu, de notre recherche, la méthodologie qu'on a choisie et les résultats principaux. Je terminerai avec les enseignements, nos apports théoriques et pratiques pour vous, PME. Voilà. Donc, le contexte, c'est celui-ci. La culture philanthropique des PME au Québec est en constante évolution et en progression. On établit que depuis 2013, la valeur moyenne des dons versés à des organismes a vraiment constamment augmenté. On était à peu près à 1 428 $ dans les années 2013. Aujourd'hui, à peu près en 2020, on est à 2 168 $, donc ça fait une nette progression. Les dons par branche, c'est très intéressant de voir ce constat-là. Principalement le secteur de l'hébergement et la restauration qui est en tête de peloton. Et ensuite viennent 1,4%, donc c'est par rapport à leurs bénéfices, hein, le volume, le pourcentage de leur chiffre d'affaires qu'ils vont donner à des causes. On voit apparaître la finance et l'assurance. Donc, c'est très intéressant d'avoir ce premier constat parce que c'est dans ce secteur, ils communiquent énormément sur les actions philanthropiques. On peut faire un parallèle, par exemple, avec les communications faites par les banques TD, par exemple. Et on voit alors que finalement, ce ne sont pas les premiers donateurs, en fait. Donc là, d'un point de vue marketing, c'est un point important à soulever.
Un point aussi qui attire notre attention, c'est la question du concept de marque employeur, c'est-à-dire, si vous voulez, que avec des consommateurs de plus en plus engagés dans un contexte social et économique, et aussi associé au fait qu'il y ait une pénurie de main-d'œuvre, les PME aujourd'hui doivent se démarquer les unes des autres pour attirer des bons employés. Et ce dont on s'aperçoit dans les études, c'est que si vous voulez, en ayant des démarches philanthropiques ou de RSE, eh bien, nos jeunes milléniaux ne sont pas du tout insensibles à ces pratiques-là, au contraire, et qu'aujourd'hui, en fait, ça apparaît comme étant un de leurs critères de choix, puisqu'en fait, ils sont en force par rapport au marché. Donc, c'est quelque chose d'important à retenir. Alors, nous avons mobilisé une étude qui a été réalisée par la firme Épisode, qui est une firme très importante ici à Montréal, qui travaille sur la philanthropie et l'investissement communautaire. Donc, ils avaient collecté des données en 2018, ces données sont sorties en 2020. Et donc, pour vous montrer, Léo, voilà, les secteurs privilégiés par rapport aux PME, comme vous le voyez, les dons vont être à l'égard de la santé en tout premier lieu, de l'enfance et de la jeunesse ensuite, puis de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Quand on regarde les liens entre l'investissement philanthropique et la mission d'entreprise chez les PME, on voit qu'à 57% des cas, si vous voulez, il n'y a pas une congruence exacte entre le domaine dans lequel œuvre la PME et la cause qu'elle va choisir. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a une ouverture quand même. Donc ça peut être vu dans les deux sens, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de positif pour nous. La durée d'engagement à l'égard de la cause est sensiblement le même que pour des grandes entreprises. En moyenne, on tourne autour d'1 an, voire 3 ans. Les principales attentes des PME envers les organismes soutenus sont bien entendu une transparence et une saine gestion des dons qui leur sont faits. Donc, il y a un petit changement entre 2013 et 2018, mais parce qu'on voit qu'on leur demande une amélioration de contenu de service et un accroissement quand même net du rayonnement. Et quand on s'intéresse aux principaux critères influençant l'appui des PME envers l'organisme, il y a un SWIFT, enfin, bien sûr, il y a la crédibilité et la notoriété du rayonnement de la cause, d'accord, mais voilà, il y a la cause valorisée par les membres du personnel aussi, donc c'est là où on voit l'importance, on va en parler dans cette étude, du rôle des parties prenantes dans l'action philanthropique, dans le choix de la cause, etc. Mais comme vous le voyez, en troisième position, on voit visibilité offerte à leur entreprise par l'organisme. Donc là aussi, ça paraît important qu'il y ait une communication qui est faite. Enfin, en ce qui concerne les éléments de reconnaissance les plus intéressants pour les PME, le deuxième point attire notre attention par rapport à l'hyperlien du logo sur leur entreprise. On explique cela par le fait qu'il y a eu l'explosion du numérique, du fait aussi qu'il y ait eu la pandémie et qu'on ait eu d'autant plus recours au réseau, à Internet, etc. Donc, bien entendu, pour les PME, le fait que la cause mette en avant le logo et l'entreprise sur leur page est quelque chose de très important. Donc, je vais donner la parole à Léo qui va continuer l'exposé. On ne t'entend pas, Léo. Oui, c'est bon. Merci pour cette mise en contexte. Donc, on va maintenant regarder du côté un petit peu plus académique, comment on a abordé ce concept de philanthropie corporative perçue. Donc, d'abord, par une définition, donc, la philanthropie corporative perçue correspond à la perception des consommateurs vis-à-vis de l'engagement volontaire d'une entreprise envers des causes indépendantes de ses activités commerciales. C'est-à-dire, qu'on a d'un côté la RSE, c'est quand l'entreprise va réduire son empreinte écologique, son empreinte négative sur la société et donc va optimiser ses processus. La philanthropie corporative, on n'est pas dans ce concept-là. La philanthropie corporative, c'est quand la PME elle va exercer un impact positif sur la société ou sur l'environnement. C'est quelque chose de volontaire, il n'y a pas de législation qui contraint la PME à réaliser des dons ou des dons, que ce soit en termes de services ou financiers.
Donc, c'est quelque chose de volontaire et qui est en dehors de ses activités commerciales. Elle va soutenir une cause. Pour aller plus loin dans la revue de littérature, on a réalisé une revue de littérature systémique. On a centralisé 2800 articles et on a regardé les liens que chaque article avait les uns avec les autres. Donc, avec le logiciel Gephi, on a pu comme ça faire ressortir, avec les biblios, faire ressortir les articles qui étaient les plus saillants sur ce thème et donc ce qui était vraiment au cœur de cette problématique de la philanthropie corporative. Ce qui est ressorti, c'est 4 groupes d'articles. On a eu un groupe d'articles sur l'impact sur la société. Donc, des articles qui s'intéressent à comment la philanthropie corporative peut améliorer la société et quels sont les impacts de cette philanthropie corporative. Un deuxième groupe d'articles portait sur les performances de l'entreprise. Et pour ne citer qu'une étude, et celle de Wang et ses collègues en 2008, il y a un grand nombre d'articles qui se sont interrogés si on fait de la philanthropie corporative, est-ce que ça augmente la performance de l'entreprise? Et dans leur étude, Wang et ses collègues ont montré que c'était sous une forme de U inversée. C'est-à-dire que pour la PME, si elle a des actions de philanthropie corporative, ça augmente sa performance jusqu'à un certain niveau. Et si elle continue d'augmenter son niveau de philanthropie corporative, ça va finir par jouer sur sa performance négativement. Donc, pas de philanthropie corporative nuit à la performance, mais trop de philanthropie corporative va aussi nuire à la performance et va finir par impacter les résultats de la PME. Donc, un très grand nombre d'études sur ce lien entre philanthropie corporative et performance de l'entreprise qui est mesuré de différentes manières selon les études. Ensuite, on a un groupe de travaux qui aborde la dimension éthique de la philanthropie corporative, avec notamment les travaux de Carole qui portent sur la RSE et sur la philanthropie corporative. L'approche éthique, c'est de dire que une des premières missions d'une entreprise, c'est de faire des profits. Et là, l'entreprise, elle va réaliser des dons qui vont nuire au profit et donc savoir à quel point l'entreprise va faire des dons intéressés. Est-ce qu'elle va faire des dons pour améliorer son image de marque, pour avoir un retour, ou est-ce que ce sont vraiment des dons altruistes? Et donc, tous ces articles en éthique, ils interrogent cet aspect-là, de savoir à quel point le don peut être intéressé ou désintéressé quand c'est un don réalisé par une PME. Enfin, un dernier groupe d'articles qui s'intéresse aux décideurs de la philanthropie corporative et comment c'est mis en place au sein des sociétés. J'ai sorti quelques études de ce groupe. L'étude de Wang et Coffey en 1992 qui a montré que quand dans le board d'une entreprise, il y avait des femmes et des minorités, c'était des entreprises qui seraient plus généreuses. Donc, c'est les résultats de leur étude. Et une autre étude de Mazuli et Reza 2015 qui a montré que quand l'entreprise elle est dirigée par son propriétaire, l'entreprise est moins généreuse que si elle est dirigée par des dirigeants qui ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Et ils expliquent ces résultats en disant la philanthropie corporative, ça permet aussi d'acquérir un certain statut social. Et donc, quand le dirigeant de l'entreprise n'est pas le propriétaire, avec les ressources de l'entreprise, il va faire de la philanthropie corporative et ça va lui servir d'ascenseur social à titre personnel. Donc, ils ont montré dans leur étude qu'il y a une vraie différence entre une entreprise qui est gérée par son propriétaire et une entreprise qui est gérée par un gestionnaire sur le plan de la philanthropie corporative. Donc, voilà pour un petit tour d'horizon de cette revue de littérature sur la philanthropie corporative. Notre problématique dans cette recherche et par rapport à ces études, on s'est intéressé à la perception de la philanthropie corporative des PME par les consommateurs, alors qu'une des raisons d'être d'une entreprise est de maximiser ses profits. Donc, on voulait voir sur ce que j'ai abordé un peu sur l'aspect éthique de comment les consommateurs y percevaient cette philanthropie corporative. Est-ce qu'ils la percevaient comme hypocrite? Est-ce qu'il y avait de l'hypocrisie est-ce qu'ils percevaient l'hypocrisie dans la philanthropie corporative? Ou est-ce qu'ils pensaient que les entreprises étaient de bonne foi et qu'elles étaient altruistes et qu'elles prenaient leur rôle sur la société à cœur et que c'était plutôt désintéressé pour faire le bien? Pour répondre à cette question, il nous a fallu d'abord créer une échelle de la philanthropie corporative perçue.
Donc, on a mené différentes études. En tout, on a eu besoin de 1130 participants pour mener cette étude. Donc, pour la première partie, pour développer cette échelle, on a d'abord réuni 5 experts à qui on a demandé de générer des items en fonction des différentes dimensions. Donc, ils ont généré entre 29 et 30 items. Ensuite, on a donné ces items à 4 autres experts qui ont enrichi les items et qui ont corrigé les formulations, qui ont donné leurs avis sur les items précédemment proposés. Donc, des entretiens de 40 minutes. La troisième étape, ça a été de réaliser un premier pré-test avec une analyse en composante principale et un varimax pour voir quelles sont les dimensions qui ressortent, comment les items sont regroupés, est-ce qu'on retrouve les dimensions de la littérature, est-ce que c'est regroupé différemment. Et ça a permis aussi de réduire le nombre d'items, donc pour avoir une échelle plus efficace. Stable, et une fois qu'on a validé notre échelle, eh ben, on a réalisé une étude quantitative donc pour montrer les liens entre notre échelle et notre concept de philanthropie corporative perçue avec d'autres concepts en marketing. Les résultats, vous les voyez ici à travers le modèle. Donc, pour cette dernière étude quantitative, comment elle a fonctionné? On a créé une publicité fictive sur une entreprise fictive pour limiter les biais. Les consommateurs étaient invités à évaluer cette publicité, donc qui mettait en avant l'action de l'entreprise pour une cause. Là, c'était la lecture des enfants de mémoire. Et pour évaluer cette publicité, on a utilisé l'échelle de Malavia et Thomson. Après, on a notre échelle de philanthropie corporative où notre analyse en composante principale a fait ressortir 2 dimensions. Une dimension avec l'altruisme, l'éthique et les parties prenantes, donc une dimension plutôt interne à la PME, et une dimension externe avec comment les consommateurs percevaient l'impact de la philanthropie corporative sur l'environnement social et sur l'environnement naturel. Donc, c'était ces deux dimensions qui sont ressorties. Et le dernier lien que l'on a voulu faire, c'était voir s'il y avait un lien entre la philanthropie corporative perçue et l'authenticité de la marque. Est-ce que ça a amélioré la marque de la PME de mettre en place des démarches de philanthropie corporative? Et le résultat a été très bon parce qu'on a un R2 de 0,72. Donc, il y a un vrai lien entre la démarche de philanthropie corporative et l'authenticité de la marque. Et on avait aussi mesuré l'hypocrisie qui n'apparaît pas dans le modèle parce qu'il n'y avait pas de lien, ça ne fonctionnait pas dans notre modèle. Donc, les consommateurs ne perçoivent pas les PME qui font de la philanthropie corporative comme hypocrites. Donc, ça répond bien à notre problématique qu'il faut encourager la philanthropie corporative au sein des PME et plus généralement au sein de toute entreprise parce que ça va améliorer l'authenticité de la marque. Et donc, d'un point de vue marketing, plus votre marque est forte et plus vous avez de consommateurs fidèles. Si vous avez des questions, on pourra à la fin y répondre naturellement. Et je vais maintenant passer la parole à Elisabeth Robineau pour la conclusion. C'est ça. Donc, par rapport à nos anciens enseignements théoriques, si vous voulez, en identifiant ce qui devait être prioritaire dans une campagne de communication, ce que l'on apporte, c'est d'avoir examiné et étudié quels sont les aspects d'une stratégie philanthropique qui vont être liés à l'authenticité de la marque et comment parvenir à une telle stratégie. Parce que nos résultats montrent dans un premier temps qu'il y a un impact économique de la philanthropie d'une entreprise et cet impact économique va être associé à un impact positif sur la société. Aussi, si vous voulez, la philanthropie d'entreprise, comme le montre notre échelle, en fait, c'est ce que révèle notre échelle, hein, est indissociable des parties prenantes. Donc, il faut travailler ensemble et en fait le dire. Il est important d'expliquer que les décisions sont prises de façon collégiale, autant avec le dirigeant de l'entreprise et avec les autres décideurs, parce qu'on ne peut pas parler d'actionnaires pour des PME, mais avec les décideurs en tout cas, mais aussi avec les employés. Et que collectivement, il faut être réunis autour d'un projet, il faut informer et les faire participer.
Ensuite, ce que notre étude montre, c'est que les actions philanthropiques bénéficient à l'image de marque. Il y avait toujours ce débat, si vous voulez, dans la littérature qui n'était pas du tout tranché. Par exemple, est-ce qu'il va y avoir une hypocrisie perçue des actions philanthropiques? Là, notre étude avait quand même un panel représentatif de 1130 répondants. On peut se dire que quand même ça pèse. En fait, au contraire, la stratégie, les actions réalisées renforcent l'image et va lui procurer une crédibilité à la marque. En fait, le fait de fournir aux consommateurs des informations qui vont être complètes, comme je vous l'expliquais précédemment en montrant bien cette homogénéité de décision, ça va avoir des aspects positifs sur la marque et donc il va y avoir une attitude de la part des consommateurs à l'égard de la marque qui va être plus favorable. Et vous savez que s'il y a une attitude plus favorable, alors in fine, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une intention d'achat plus favorable et une fidélité plus favorable à l'égard de l'entreprise et de ses marques. Et ça peut aussi permettre vraiment de distinguer vis-à-vis des concurrents. Donc, le choix d'une marque clairement associée à des actions philanthropiques de l'entreprise, ça va envoyer des messages sociaux significatifs souhaités par les consommateurs. Et je l'évoquais dans le contexte et en introduction tout à l'heure. Surtout, aujourd'hui, on est face à une pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est quelque chose qui est important pour les jeunes générations que vous souhaitez certainement recruter. Donc, aller chercher ces jeunes avec des messages clairs comme cela, en leur montrant les actions que vous faites, que les entreprises font, c'est signifiant et c'est important pour eux. Donc, et en plus, ça peut aller permettre les études montrent ça, que ce sont les plus qualifiés qui ont le choix. Donc, c'est d'autant plus intéressant. D'un point de vue théorique, si vous voulez, notre étude a un apport aussi, dans le sens où on a montré que avoir une action philanthropique, c'est positif vis-à-vis du concept de l'authenticité de marque. Voilà. Le concept d'authenticité de marque, c'est très débattu dans la littérature. Et là, nous apportons une nouvelle dimension à ce concept. Donc, c'est d'autant plus intéressant au niveau de la stratégie de communication. Donc, la question principale, dois-je embarquer dans une stratégie de philanthropie corporative? Vous l'avez compris, la réponse est un grand oui. On vous encourage à faire ça. Ça fédère les gens autour de valeurs. Je veux dire, aujourd'hui, on est quand même confronté à des enjeux sociaux et environnementaux. Ça tape à nos portes, on ne peut plus reculer. Donc, embarquer dans des actions comme ça permet de participer au changement positivement, d'être acteur du changement, d'aller recruter des jeunes pour qui c'est important aussi. Donc, la réponse est un grand oui. Et bien sûr, réfléchir à bien cibler quel type d'action on choisit, lesquelles vont être mises en place, avec quels bénéficiaires et avec quels appuis. Donc, pour finir, il faut avoir un message clair qui va être bâti sur les actions concrètes avec l'aide des acteurs. Voilà. Donc, le mot pour la fin, la commodité au détriment de l'environnement n'est pas du tout une commodité. C'est le mantra qu'on défend, enfin notre thèse qu'on défend aujourd'hui pour conclure. Et nous vous remercions de l'attention que vous nous avez portée. Merci. Merci pour votre attention et je peux répondre à la première question d'Étienne sur le chat qui va servir pour casser la glace. Pour que l'investissement philanthropique puisse influencer la marque, il faut rendre visibles les investissements. Quelles sont les stratégies efficaces pour y parvenir d'un point de vue communicationnel, en particulier pour une PME? On a fait une autre étude qui portait sur la légitimité de la marque, où on avait regardé s'il valait mieux communiquer au travers d'une fondation au nom de l'entreprise ou au travers de l'entreprise directement. Et les résultats ont montré qu'il valait beaucoup mieux passer par une fondation au nom de l'entreprise parce que la fondation, quand elle va communiquer sur les réseaux sociaux, elle va être adoubée par d'autres fondations et donc elle va gagner de la légitimité comme ça. Et tandis qu'on avait remarqué que les posts qui étaient directement publiés par les entreprises avaient beaucoup moins d'écho que quand il y avait un intermédiaire, une association ou une OBNL, enfin un intermédiaire du milieu philanthropique, c'était quelque chose de beaucoup plus efficace. Après, c'était plus efficace, mais rien n'empêche de communiquer au nom de l'entreprise directement sur les réseaux sociaux de l'entreprise. Mais voilà, parce que pour une réponse, c'est que de passer par un intermédiaire qui
qui est accepté dans le milieu philanthropique est quelque chose de plus efficace. Surtout pour des PME. Au niveau des PME. Et Cécile, est-ce que c'est nous qui donnons la parole? Mais écoute, c'est pas... Oui, tu peux gérer la parole, mais je vois des questions. Donc, il y a des questions... Millot, peut-être, Monsieur Daniel voilà. Millot, si vous voulez. Peut-être se présenter, parce qu'on a aussi des questions de Culture Mauricie. OK. Alors, bonjour, Daniel Millot, directeur général de la Fondation du QTR. Bravo, beau travail, et c'est pas votre premier travail dans le domaine, M. Trespeuch, avec Mme Robineau, et puis toujours très intéressant. Alors, il y avait un élément qui m'interpellait un petit peu quand vous parliez que passer de philanthropie, ça peut être mal perçu, mais trop de philanthropie, ça peut aussi rendre l'entreprise moins productive là, ou avoir des effets négatifs. Nous, évidemment, avant de rencontrer des donateurs potentiels, des entreprises, on fait beaucoup de recherches, puis on s'informe, puis on veut savoir. Et est-ce que vous avez eu des données quant au point de bascule entre pas assez et trop? Est-ce que les gens que vous avez consultés ont identifié quel est ce point de bascule-là ou quel est le niveau à partir duquel là, on doit être prudent, qui pourrait nous donner à nous, les fondations, des indications pour connaître le niveau de sensibilité peut-être de quelqu'un qu'on aura rencontré? C'est stratégique comme question, mais c'est bien important dans le travail qu'on fait. Je dirais que je n'ai pas la réponse directement d'une entreprise, et puis il y a pas, je pense que c'est difficile de dire qu'une entreprise elle dise ben, moi j'ai trop donné et puis ça a fini par nuire à ma performance. Donc on a du mal à avoir ce résultat. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est cette étude de Statistique Canada, des statistiques financières de 2003. Donc bon, elle date un peu, mais ça donne quand même une idée, avec le pourcentage du bénéfice selon le secteur d'activité de l'entreprise. Donc, je pense que ça nous donne déjà une moyenne par secteur d'activité du pourcentage de bénéfices qui peuvent être alloués à la philanthropie corporative. Et je pense que ça peut être un bon indicateur de se baser sur ce point. Après, si je peux compléter en termes de qualité et de choix de la cause, comme on le disait précédemment, il faut que ce soit quelque chose de... Si c'est défendu collectivement, alors il n'y a pas d'hypocrisie. On a entendu le greenwashing dans le domaine de l'environnement. Ben là, c'est l'hypocrisie perçue ou le scepticisme des individus à l'égard de l'action faite par l'entreprise. Donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que l'hypocrisie perçue n'est pas perçue pour le coup, parce qu'il y a une adéquation entre le choix de la cause et l'action réalisée. Et quand c'est fait de façon transparente, les individus s'y retrouvent et appuient cette démarche. Merci. Avec plaisir, merci. Je vois une question aussi. Vas-y, continue. Oui. Monsieur Éric Lord, si vous voulez. Voilà, Culture Mauricie, directeur général. Donc, Éric Lord, je suis directeur général de Culture Mauricie, mais aussi du réseau des conseils de la culture du Québec. Donc, merci beaucoup pour votre présentation, puis surtout les conclusions qui sont très claires et très réjouissantes pour le milieu culturel notamment. Ma question s'adresse plutôt à vous en tant qu'expert au niveau de l'Observatoire. Je voulais voir, est-ce que vous êtes capable d'évaluer l'impact de la pandémie sur la philanthropie d'un côté? Et d'autre part, on constate que le secteur culturel n'est pas un secteur qui est très prisé des donateurs. Est-ce qu'on est capable de mettre en perspective les résultats qu'on voit au Québec avec d'autres régions du monde, notamment avec l'Europe? Merci pour cette question. Pour le secteur culturel, dans l'étude des PME réalisée par épisode, il montre que c'est quelque chose qui est en croissance. Et donc, c'est très bon signe pour vous. Donc, normalement, il devrait y avoir de plus en plus de dons selon cette étude épisode. Pour l'impact de la pandémie, là, je vais faire une réponse de politicien. Il y a des études qui disent qu'il y a eu une augmentation des dons et des études qui disent qu'il y a eu une contraction des dons. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de consensus clairement établi sur l'impact de la pandémie, s'il est positif ou négatif. Donc, je vous laisse vous faire votre propre avis. Mais les chiffres, c'est difficile parce que, vu que cette pandémie dure, c'est difficile d'établir encore les répercussions. Les dons individuels ont continué quand même à augmenter.
Mais au niveau des entreprises, au niveau de la philanthropie corporative, ça a tendance, en ce moment, enfin les dernières données qu'on avait vues, a commencé à diminuer, effectivement. Après, en termes de culture, de tourisme, si on peut associer ensemble, on voit quand même que c'est les premiers joueurs au niveau du tissu économique, l'hébergement qui redonne, quoi. Voilà, le tourisme. Donc, c'est quand même bien. Mais au niveau de la culture, il y a des travaux qui sont faits au sein du Philab. Il y a une chercheure qui s'appelle Wendy, je pourrais vous redonner ses coordonnées, qui travaille, c'est son domaine de recherche. Elle est spécialisée dans la culture et la philanthropie dans le domaine de la culture. Donc, si vous souhaitez que je vous donne son contact pour voir ses travaux, c'est tout à fait possible. Monsieur Rives, Jason Rives, si vous voulez poser votre question, bonjour. Oui, bonjour. En fait, moi, je travaille pour Coopérative Mutuelle Canada et je me demandais si dans vos études ou encore dans les études où vous avez tiré de la matière pour votre propre recherche, est-ce que, par exemple, comme les entreprises d'économie sociale ont comme valeur de partager et de redistribuer une partie des surplus qu'elles génèrent, est-ce qu'il y a une différence au niveau de la perception du public, par exemple au niveau des entreprises d'économie sociale comme les coopératives ou les OBNL, où c'est attendu de la part du public, donc il y aurait un moins grand impact de ces gestes-là auprès du public parce que justement, c'est un peu attendu de leur part, ou encore, ben, il y a un même niveau de perception ou même plus positive parce que justement, ben, on considère que ça fait partie de leur mission. C'est une très bonne question. C'est une très, très bonne question. Là, je vais faire une étude avec une OBNL, justement, qui est dans le domaine de la protection des oiseaux de proie. Et c'est quelque chose qu'on va étudier, justement, de voir l'image perçue de ces OBNL par rapport… on va faire un comparatif. Léo, si tu veux compléter, donc je pourrais vous fournir… si vous voulez qu'on reste en contact, là aussi, c'est possible. L'étude n'a pas été encore lancée, donc ça serait quelque chose qui serait possible et disponible en 2023, je pense, parce que c'est un gros chantier. Mais si vous voulez rester en contact, c'est quelque chose que je pourrais vous fournir dans quelques mois. Parfait, je vous remercie beaucoup. Mais non, rien de plus à dire à part que c'est une bonne question de recherche qui mériterait d'être explorée. Il faudrait qu'on mette… enfin, j'ai une étudiante qui va embarquer là-dessus, là. Donc, voilà. Alors, les questions de la culture aussi vont être traitées. Shiraz, bonjour Shiraz, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci. Encore une fois, très beau travail, très belle présentation, vraiment claire et pertinente. Je vous en félicite. Moi, ma question est un petit peu technique. J'aimerais savoir, dans la méthodologie, quand vous avez dit que vous avez fait appel à des spécialistes, les 5 premiers, ensuite les 4, selon quels critères vous avez fait votre sélection de spécialistes? Ils étaient dans quel domaine? Est-ce que… Il faut prendre des experts, donc en général, c'est des experts du milieu, des gens qui connaissent la philanthropie pour pouvoir évaluer en bon escient les items, qui sachent de quoi on parle en fait. Donc, quand tu fais une échelle de mesure comme ça et que dans les articles, on le dit, on a eu recours à des experts, il faut que les experts soient dans le domaine d'études que tu investigues en fait. C'est très important. Pour compléter, là, on avait des gestionnaires de fondations et responsables de collecte de fonds dans les experts qui ont évalué. Pour prendre quelques questions du chat, y a-t-il une différence entre la philanthropie corporative perçue et la philanthropie corporative, disons, effective? La philanthropie corporative, c'est l'entreprise qui réalise des actions philanthropiques. Et la philanthropie corporative perçue, c'est comment elle est perçue par les consommateurs. Donc, c'est la même chose, c'est juste le côté marketing de savoir comment c'est vu d'un point de vue des consommateurs. Donc, c'est pour ça la différence quand on ajoute perçu. Une autre question de Émile que nous remercions. La philanthropie corporative n'est-elle pas une menace à la pérennité de l'entreprise? Ça, c'est ce qui a montré l'étude de Wang et ses collègues en 2008, c'est que c'est un U inversé. Dans une certaine mesure, ça va augmenter la performance et donc la pérennité de l'entreprise. Mais si on dépasse un certain niveau de philanthropie corporative, et c'était aussi la question de M. Milo, eh bien, ça finit par nuire
à la pérennité et à la performance de l'entreprise. Donc, l'enjeu est de trouver cet bon équilibre. optimum. Voilà. Monsieur Jean-Luc Bernard, voulez-vous poser votre question? Oui, belle présentation, étude intéressante. Développement d'échelle de mesure, ça m'interpelle. Mais ma question est davantage sur un petit peu plus terrain. Au début, les données empiriques disaient que les raisons d'investir dans une cause particulière, c'était les causes qui étaient valorisées soit par les employés, soit par la direction. La visibilité qui était dégagée potentiellement d'investissement, puis la connectivité des causes versus les produits qui venaient quand même plus loin là, dans la suite. Moi, ça m'a comme tourné un peu dans la tête tout au long de la présentation. Est-ce que d'avoir un positionnement philanthropique qui est en lien un peu avec les axes de communication d'une entreprise dans une approche plus CMI pourrait pas être des raisons peut-être intentionnées, mais peut-être aussi plus efficaces de faire ces investissements? Ça, c'est d'un côté. Puis en même temps, ça m'a interpellé sur les objectifs de communication. Une entreprise qui a besoin de se faire connaître, probablement qu'une cause qui va donner plus de visibilité pourrait être un bon véhicule versus une entreprise qui veut justement travailler sa réputation ou l'attitude qu'on a envers la marque, pourrait opter pour davantage un véhicule qui pourrait venir supporter justement son axe de communication. Je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus. Je dirais que d'un point de vue des études en marketing, c'est sûr que le côté l'homogénéité et la congruence entre les activités de l'entreprise et les activités philanthropiques, c'est pertinent d'un point de vue marketing et les auteurs abondent dans ce sens. La réalité montre quand même qu'on a 42% qui respectent et qui vont avoir une activité philanthropique en lien avec l'activité de l'entreprise et donc qui vont pouvoir avoir une communication 360, mais quand même 57% où il n'y a pas de lien. Et là, les études montrent que la philanthropie corporative, ça part souvent du dirigeant de l'entreprise qui va aller vers une cause pour des raisons personnelles. Et du coup, il y a quand même la congruence n'est pas entre la PME et l'activité philanthropique, mais entre le dirigeant et une préoccupation. S'il a une maladie dans sa famille, il va peut-être investir des ressources de la PME pour cette maladie parce qu'il est touché personnellement. Et donc, la congruence est portée davantage sur le dirigeant de l'entreprise que sur l'entreprise. Donc, d'un point de vue marketing, oui, il faudrait que tout soit congruent, tout soit congruent. D'un point de vue de la réalité, il y a quand même les deux possibilités qui sont constatées. Après, c'est ça c'est le constat. Nous, ce qu'on dit, c'est que quand même, ça sert à l'authenticité de la marque. Donc, il y a quand même un intérêt à ce qu'il y ait un alignement, quand même. Parce que ça va nourrir l'image de marque, la notoriété de la marque employeur. Donc, après, l'un n'empêche pas l'autre. On ne dit pas qu'il faut faire que dans le même domaine, mais s'il y avait à choisir, je pense personnellement qu'il faudrait peut-être plus favoriser le milieu, redonner, par exemple, c'est des énormes joueurs, mais vous avez Accor, par exemple, dans le domaine du tourisme, qui a monté sa fondation, qui reverse dans des écoles là où les hôtels sont employés, qui fait de la formation, etc., etc. C'est cohérent, quoi. Voilà. Et après, on peut avoir un à côté, certaines causes en plus qu'on pourrait peut-être faire choisir par les employés, de manière à ce qu'il y ait aussi un engagement de leur part. Voilà. Il ne faut pas dire que tout est blanc, tout est gris. Là, ça peut être quelque chose... on peut peut-être découper les choses aussi, quoi. Pour pas que ça soit perçu aussi comme quelque chose d'hypocrite ou de stratégique de la part des consommateurs, quoi, des citoyens. Voilà. François? Monsieur François, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour Elisabeth. Belle présentation, merci, très stimulant. En fait, je m'inscris exactement dans la lignée que vient de tracer M. Bernard et j'imagine que vous connaissez bien les travaux de Michael Porter au sujet de la philanthropie. Et au contraire, en tout cas, du moins, c'est ce que j'avais compris quand vous parliez des 42% des entreprises qui investissaient dans des causes qui se rapprochaient du cœur de métier de la PME versus les 57% qui ne le font pas. Porter considère fortement que les entreprises ont en masse de choix dans des causes qui peuvent leur bénéficier éventuellement pour investir dans celle-là, que c'est beaucoup plus stratégique de le faire.
Alors, une des recommandations qui découle des travaux et qui est suivie par beaucoup de grandes entreprises, c'est justement de sélectionner dans des causes qui éventuellement pourront rapporter également à l'entreprise en termes stratégiques, en termes économiques, sociaux, environnementaux. Et le fait de choisir des secteurs n'empêche pas de faire de la philanthropie et n'enlève rien à l'authenticité de la marque. Alors, j'allais dans le sens là, de la question, mais en fait, ça m'avait titillé cette idée que vous trouviez que c'est une bonne chose que 57% des PME ne choisissent pas d'investir une philanthropie dans le contexte, hein, de choisir dans ces contextes. En fait, Porter suggère d'utiliser cette idée des contextes rapprochés pour justement, par exemple, le Baluchon et des restaurants dans la région de la Mauricie pourraient très bien investir dans une école de cuisine, dans une école culinaire et du coup, aider des jeunes à s'intégrer au marché du travail ou à s'intégrer à un domaine qui leur plaît et recevoir ultérieurement, dans 10 ans, les bienfaits pour l'ensemble des restaurants. Alors, simplement dire ça, excusez-moi de prendre la parole un petit peu là-dessus, mais parce que je sais qu'il y a des PME alentour et peut-être que c'est un bon message aussi à envoyer de dire, écoutez, il y a en masse de causes pour s'aligner avec vos domaines de recherche, avec vos domaines, excusez, domaines de recherche. Voilà. Que j'ai dû, c'est moi qui avais répondu tout à l'heure et j'ai du mal à m'exprimer parce que je suis pleinement d'accord avec ce qui vient d'être dit, que pour l'entreprise, c'est plus stratégique d'avoir une communication et que tout soit réuni. Maintenant, la réalité montre que c'est différent. Et que le dirigeant de l'entreprise, il va souvent allouer les ressources de son entreprise à des projets personnels. Donc, je n'ai pas dit que c'était ce qu'il fallait faire, j'ai dit que la réalité est ainsi. Et que du coup, si c'est la réalité, c'est qu'il y a une raison aussi à ça, mais que la raison n'est pas le mieux pour l'entreprise. Oui, ça ne justifie pas. Et c'est la réponse que j'ai faite à M. Bernard tout à l'heure. C'est que nous, on pense que d'être aligné par rapport à son corps de métier et la cause choisie sert à l'entreprise. Ça sert à la cause, bien entendu, mais ça sert aussi en termes d'image de marque pour l'entreprise. Donc, il vaut mieux garder un alignement. Merci, c'est juste pour bien le clarifier pour l'ensemble des 32. Excusez-nous si on a été un peu confus là-dessus. Pas de problème, c'est très bien, merci. Merci à vous. Est-ce que la question de la... Alors, je vais lire peut-être la question de Madame Huard, de Catherine Huard. Est-ce que la question de la commandite versus la philanthropie a été soulevée? Philanthropie pure versus achat de visibilité lié à l'appui d'une cause. La commandite, c'est différent de la philanthropie puisque la commandite exige un retour. Tandis que la philanthropie, c'est unidirectionnel, quoi. Donc, c'est sûr que... Oui, Léo. Si je peux compléter là-dessus, il y a eu une mise à jour du règlement des impôts en 2021. Et ils ont dit qu'il fallait retirer ce qu'on avait en retour. Si par exemple, vous faites un don pour le stade, un stade à Trois-Rivières et puis qu'en échange, vous avez des tickets pour aller voir les matchs, eh bien, vous êtes censé déduire les tickets de votre don et de déclarer que la partie don. Et donc, c'est un exemple caricatural, mais tous les avantages que vous recevez en contrepartie, normalement, doivent être déduits pour essayer justement de se distinguer de ce côté philanthropie pure et achat de visibilité. Après, la réalité fait que c'est très difficile parce qu'à partir du moment où l'OBNL elle va mettre votre logo avec un lien, ben, même si vous ne l'aviez pas demandé, il y a quand même un échange de visibilité. Donc, c'est quelque chose qui est… La ligne entre ces deux concepts, elle est ténue. Mais d'un point de vue théorique, purement théorique, c'est ça, normalement. Madame Bédard, si vous voulez poser votre question. Oui, on vous entend. Fondation de Isabelle, Fondation de l'UQTR. J'aimerais savoir s'il y a des différences notables entre les entreprises installées dans les grands centres versus celles qui sont installées en région, par exemple à Trois-Rivières ou à Drummondville. Je n'ai pas de réponse de mon côté. On n'a pas fait d'études sur ça, en fait.
C'est ça. J'en peux pas répondre. Je suis désolée. J'aurais peut-être une autre question par rapport, il y a beaucoup de fondations, si on le prend du côté de la fondation, il y en a beaucoup qui vont organiser des défis, par exemple une course de bateau dragon, comme ça tous les employés peuvent s'impliquer, tout ça. Est-ce qu'il y a un gain à le faire de cette façon-là pour les entreprises ou par rapport à l'entreprise qui va donner directement son chèque à la fondation? De faire participer, c'est ça votre idée, d'organiser qu'il y ait des événements, qu'il y ait des événements autour, c'est quelque chose qui, je pense, est très intéressant et peut être très viral d'un point de vue marketing numérique. Et Shiraz, qui est ici, fait sa thèse sur le slacktivisme, son doctorat sur le slacktivisme. Et les jeunes générations sont de plus en plus intéressées à ce type de concours et à donner du temps et à cliquer, à aimer le concours et à participer sur Internet. Du coup, ce qui amène quand même de la visibilité à la cause. Et même si des fois, ça cannibalise un peu le don financier, ça amène quand même de la visibilité et donc ça permet de faire rayonner et la PME et la cause qui est défendue. Donc, je pense que c'est quelque chose de pertinent par rapport à un simple don financier qui ne générerait pas de visibilité pour la cause, ou moins du moins. Oui, et puis d'autant plus, si je peux me permettre de compléter les propos de Léo, c'est que quand même, faire participer et faire vivre des expériences, c'est quelque chose qui est important. Bon, on le voit bien avec la pandémie, on a coupé tout ça et il y a un réel besoin, les études le montrent, hein, de vivre ensemble, de partager ensemble et je pense sincèrement qu'il y aurait un engouement fort pour ce genre d'action. Voilà. Il y a une émulation collective, il y a des échanges d'émotions, enfin, c'est quelque chose qui peut avoir des retombées très, très positives. Très bien, merci. Avec plaisir. Madame Saint-Pierre? Bonjour, merci pour votre présentation. Donc, je ne m'attendais pas à trouver avoir une conférence sur ce sujet-là, sur les PME. Je trouve ça d'autant plus passionnant. Une question dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, je reviens sur le thème du don, si on veut. Est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver plus d'entreprises qui font des dons, pas sur ce qui intéresse le dirigeant, mais ce qui peut intéresser les employés comme source de recrutement? Donc, je ne sais pas si vous avez des entreprises, si vous êtes capable d'identifier des secteurs plus vulnérables à la main-d'œuvre ou la nature du don pourrait peut-être être un peu différente d'autres secteurs et ce qui agirait sur la marque employeur et l'intérêt justement pour être capable de susciter des candidatures. Parce que je connais une entreprise qui fait ça, évidemment. Elle se rend très, très, très visible sur des thèmes de donation, notamment lorsqu'un employé a une maladie rare où on va suggérer aux autres employés et l'entreprise même va faire des dons pour la recherche, par exemple, sur un domaine comme ça. Donc, ce n'est pas pour l'intérêt du dirigeant. C'est sûr que c'est pertinent pour la marque employeur. Après, dans quelle mesure c'est pertinent et comment ça doit être mis en œuvre, ça mériterait une recherche spécifique sur le lien entre la philanthropie corporative et la marque employeur. Donc, je ne préfère pas donner de fausses réponses. Mais l'étude de la firme Épisode, qui est une étude professionnelle, a montré que ça jouait sur la marque employeur, par exemple. Donc, ce n'est pas sous l'angle académique, mais ça a montré un rôle important. Ce qui est particulièrement délicat pour les PME, justement, qui peuvent avoir beaucoup plus de difficultés de recrutement, mais sont moins visibles que les grandes entreprises. Donc, comment s'afficher à partir d'un don pour solliciter des candidatures? Oui, mais c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure pour conclure nos propos, c'est que ça peut permettre d'aller chercher, si on arrive à bien ficeler la communication, ça peut permettre justement vis-à-vis de nos jeunes générations, nos étudiants, nos futurs travailleurs et même les milléniaux qui cherchent en ce moment, de se démarquer des autres. C'est vraiment quelque chose de différenciant sur le marché. Donc, parce que ces jeunes ont des convictions là, vraiment très fortes qu'ils affichent. Hein, vous voyez bien, ils préfèrent renoncer au salaire pour avoir plus de temps de disponible, avoir une part de loisirs plus importante. Enfin, ça bouleverse le marché, quoi. Donc,
ce genre de carte de différenciation d'investissement social peut être vraiment quelque chose de positif pour aller chercher des jeunes qui ont des croyances, qui vont être impliqués, qui vont être formés parce qu'ils auront été capables d'aller chercher l'information, donc ce n'est pas n'importe qui, quoi. Merci. Merci à vous. Sur la question de Jason sur le fait de publier les donateurs, ça, on a mené une étude pour la Fondation UQTR, pour M. Milo ici présent, et on s'est intéressé à savoir quelles étaient les motivations qui amenaient au don à une fondation universitaire. Et on a fait la même étude avec un questionnaire en anglais et un questionnaire en français, donc pour voir les différences culturelles. Et les différences culturelles ont montré que dans les deux cas, c'était intéressant de valoriser les donateurs, mais que c'était très important pour les anglophones et qu'il y avait une culture de la philanthropie qui était très différente et ils avaient besoin pour construire leur identité virtuelle de s'afficher en tant que donateur, et tandis que c'était beaucoup moins important pour les francophones où l'altruisme avait plus d'incidence que le rayonnement du donateur. Donc, c'était pour répondre à Jason. Et Monsieur Milo avait une question, mais peut-être plus. Et en fait, c'était en lien avec la question de Mme Saint-Pierre qui est absolument pertinente et ce qu'on voit, nous, sur le terrain, mais ça a été répondu par Mme Robineau, là, mais juste peut-être en complément. Ce qu'on voit souvent sur le terrain, c'est des organisations qui vont supporter des causes dont des employés sont impliqués. Alors, ça peut être varié. Ça a un effet, évidemment, pour attirer des nouveaux employés ou des nouveaux collaborateurs, mais ça a aussi un effet important sur la rétention du personnel. Parce que c'est pas tout que d'en engager, mais quand on peut les garder, c'est une stratégie qui est intéressante. Et tout ça, c'est de l'humanisme. Et c'est fait là avec beaucoup d'altruisme aussi, puis de bienveillance. Alors, on voit ça de plus en plus dans le marché. Et ça a un impact sur les jeunes. Et ce point-là de Mme Saint-Pierre, je le trouverais vraiment intéressant. Alors, merci de l'avoir soulevé. Merci pour le complément du retour du terrain. Cécile, est-ce qu'on a fait le tour des questions? Oui, moi j'avais des questions un peu conceptuelles, mais aussi pratiques. Quand vous parlez d'authenticité, il y a aussi des concepts marketing voisins, de capital sympathie, de comment vous faites pour différencier et derrière, est-ce que vous pouvez redéfinir ce que vous entendez par authenticité? Et donc, toutes ces évaluations des impacts de la philanthropie pour l'entreprise. Merci. Alors, on s'est référé aux travaux de Beverland et Farelli 2005 qui définissent l'authenticité de marque comme étant perçue sur 3 critères, la vertu, la connexion et le contrôle. C'est-à-dire, ils expliquent que l'authenticité est quelque chose de purement subjectif en fonction des individus et qu'en fonction de ces 3 critères, tout un chacun va définir ce qu'un objet pour lui est authentique. Comment un objet, pour certains, McDonald's va être un restaurant authentique et voilà, c'est très drôle. Et enfin, ça peut être drôle. Apple aussi peut être une marque authentique. Non, c'est parce que j'aime pas trop le McDo, vous avez compris. Donc, soit... C'est ça, donc c'est tous les travaux, en fait, on a mobilisé le champ marketing effectivement de l'authenticité de marque et cette perception de l'authenticité selon ces auteurs nous a paru la plus opportune justement pour être adaptée à notre question de recherche. En plus, c'est une étude récente qui a été énormément citée, donc, puis elle fait écho, la vertu, vous voyez, le contrôle qu'on a sur la marque, comment elle nous permet d'être nous-mêmes, la vertu, est-ce que c'est en relation avec mes valeurs, et la connexion, qu'est-ce que ça m'apporte? Donc, c'est ça. Donc, du fait que ça soit sur ces 3 piliers, ça rend d'autant plus l'évaluation de la marque comme quelque chose de vraiment fort et pas uniquement une échelle de mesure, est-ce que ma marque reflète mes valeurs, quoi, uniquement. Ce qui est très présent dans le reste de la littérature, en fait. Donc, c'est les travaux de Beverland et Farelli, en 2010. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la conversation simultanée ou dans la salle?
Ben, moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé vos contacts, hein, donc je vais faire de la mise en contact. Ben, c'est très gentil. Je crois que l'appel du repas chez McDonald's. On en profite peut-être pour vous dire aussi qu'on a notre petit observatoire qui tourne maintenant et on fait des présentations tous les premiers jeudis du mois. On accueille un chercheur ou une fondation pour présenter leurs travaux sur des thématiques liées bien entendu à la philanthropie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir sur notre site, à vous inscrire. Il nous fera plaisir de vous envoyer les liens et la différente programmation. Est-ce que tu veux écrire le site dans la conversation simultanée, dans le chat? Voilà. Bah, écoutez, c'est une conférence qui a remporté beaucoup de succès. On le sent aux interactions qu'il y a eu, aux questionnements pratiques et théoriques. Donc, vraiment, un beau moment. Merci. Je vais en profiter pour annoncer le 12 février notre prochaine conférence. Le 10 février, Anna Ortiz et Louis Raymond qui vont nous présenter une étude sur des PME espagnoles, des PME manufacturières espagnoles. Et les questions, on a parlé d'alignement tout à l'heure, mais là, c'est un alignement non plus marketing et de perception, mais un alignement stratégique entre des aspects numériques et des aspects d'innovation. Donc, ça risque d'être une très belle présentation également, le 10 février. C'est toujours les jeudis, c'est principalement les jeudis à midi, nos présentations. Et vraiment, merci à tous pour cet effort aussi d'avoir adapté aux PME. Ça, j'ai bien apprécié. Merci beaucoup, Cécile, pour votre invitation. On a beaucoup apprécié pouvoir présenter notre recherche. Merci. Eh bien, on fera une suite, hein. Il faut des suites, parce que ça va évoluer, tout ça. Avec plaisir. Merci à tous. Donc, ça va être le mot de la fin, si personne ne m'interrompt. Et à bientôt. Au plaisir, au revoir. Et donnons. Merci, Monsieur Millot.